Fédération annonçait aujourd'hui le nom du successeur de Didier Deschamps. L'arbitrage français est un des meilleurs du monde. Ah, c'est quasiment unique en Europe. Kylian Mbappé, c'est un des tout meilleurs joueurs du monde. Des erreurs, il y en aura toujours. Avant de parler de l'arbitrage en France, il y a eu très récemment une CAN et une finale de la CAN qui a fait beaucoup parler. Comment vous l'avez vécu, vous, cette finale de la CAN? D'abord, la CAN, ça a été un très beau tournoi organisé par le Maroc dans des très beaux stades avec, je pense, un niveau d'organisation qui, à chaque CAN, s'élève. Et puis, malheureusement, lors de cette finale, il y a eu tous les incidents que chacun a pu voir et qui ont terni à la fois la finale et puis ont donné peut-être une image du tournoi malheureusement un peu plus négative parce que durant cette finale, on a vu qu'il y avait une sorte de, non seulement de flottement, mais un moment peut-être presque de chaos qui a pénalisé à la fois les acteurs du jeu et puis tous ceux qui regardaient cette finale, encore une fois, d'un tournoi qui a été de grande qualité. Vous avez justement dit regretter les dérapages dans le foot français et appelé au dialogue. Qu'est-ce que concrètement, vous, comme président de la Fédération française de foot, vous souhaitez mettre en place? Vous avez peut-être dû constater que désormais, après chaque journée de championnat, il y a un débrief qui est fait par la direction de l'arbitrage. C'est quasiment unique en Europe. Après les journées de championnat, la direction de l'arbitrage est venue à plusieurs reprises indiquer que oui, là, il y avait une erreur manifeste qui avait été commise et le reconnaître publiquement. Il s'agit, encore une fois, avec les clubs, avec les joueurs, avec les entraîneurs, avec les dirigeants, de créer un lien de confiance autour de l'arbitrage. Des erreurs, il y en aura toujours. Notre but, c'est évidemment d'en réduire euh, la portée, le nombre, et de faire en sorte que chacun ait le sentiment que l'équité sportive est respectée. De sanctionner aussi les dérapages de dirigeants ou d'entraîneurs ou bien sûr de joueurs qui mettraient trop vivement en cause les décisions arbitrales? Je le crois. Je crois que d'abord par respect pour le jeu, par aussi souci qu'il n'y ait pas une sorte d'effet miroir dans le football amateur. Quand ça se passe mal ou qu'il y a des débordements et des comportements ou des paroles qui, dans le football professionnel, ne sont pas exemplaires, eh bien, malheureusement, on peut le retrouver ensuite dans notre football amateur. Et donc, c'est la raison pour laquelle il y a eu effectivement un certain nombre de sanctions qui ont été prises. Il ne m'appartient pas de les commenter. Je constate simplement, lorsqu'on parle du football de l'élite, que je ne vois pas des comportements similaires en première ligue anglaise, en Bundesliga, où il me semble qu'il y a un climat et un comportement plus adéquat avec notre football d'élite. Quand vous voyez, vous, Olivier Létang, réagir comme il l'a fait il y a quelques semaines à la mi-temps de Lille-Rennes, qu'est-ce que vous vous dites, vous, en tant que président? Je crois qu'il l'a dit lui-même. Il a reconnu que son comportement n'avait pas été celui que doit avoir un président d'un grand club C'est pas la français. première fois. C'est la raison pour laquelle il a été sanctionné pour ce comportement. Et donc, comme je viens de le dire, je crois qu'il faut éradiquer à la fois les paroles excessives comme les comportements excessifs. D'abord pour protéger l'image du football professionnel et d'autre part pour faire en sorte que le football amateur n'ait pas à subir les conséquences de ces comportements qui sont parfois reproduits dans le football amateur. Donc c'est pour ça qu'il y a un devoir d'exemplarité. Dans le foot amateur, il existe aussi une crise de l'arbitrage, même si beaucoup de clubs mettent des moyens pour susciter des vocations, mais parallèlement, il y en a aussi beaucoup qui arrêtent face aux incivilités, qui sont des violences verbales, voire physiques. D'où le test aussi que vous menez pour mettre des caméras embarquées sur des arbitres. Est-ce que ça veut dire que la pédagogie ne suffit plus? Bon, d'abord, je ne parlerai pas de crise de l'arbitrage, parce que les politiques que nous avons mises en œuvre montrent qu'au contraire, nous avons une progression significative du nombre d'arbitres. Maintenant, notre souci, c'est celui de la fidélisation. Parce que lorsque vous êtes un jeune arbitre et que vous allez sur un match amateur, si l'ambiance est délétère autour du terrain, si tel dirigeant, tel éducateur ne respecte pas l'arbitre, ne se sent pas respecté, eh bien,
au bout d'une saison, de 2 saisons, ils nous quittent. Et c'est ce phénomène-là sur lequel nous devons nous pencher pour faire en sorte que nos arbitres, que nous réussissons encore une fois à attirer, ils puissent rester avec nous. Et pour ça, il faut qu'ils se sentent en sécurité. Il faut qu'ils se sentent dans un climat apaisé. Et donc, c'est le rôle de la fédération de leur mettre en place un cadre dans lequel ils puissent exercer leur mission en toute sérénité. Partout où je me déplace, en territoire urbain, en territoire ruraux, on me dit qu'il y a un excès d'agression verbale, voire physique. Les éducateurs, les entraîneurs qui sont des référents pour les jeunes joueurs, ils doivent avoir aussi un comportement digne du football. C'est pour ça qu'on est en train de mettre en place une réflexion autour d'une forme de permis à points, un peu comme un permis à points, qui ferait que l'entraîneur, lorsqu'il a un comportement, on le retirerait un certain nombre de points jusqu'à ce qu'il fasse qu'il ne puisse plus être sur le banc parce qu'il n'est pas en responsabilité par rapport à sa mission d'éducation, puisqu'on parle bien de jeunes. Comme vous savez, vous avez un permis à points, vous avez 12 points. Bon, quand vous faites une infraction, vous perdez 1 point, vous perdez 2 points, et puis arrivé à un moment, il faut refaire une formation, il faut parfois on perd son permis, et puis il faut repasser son permis. Moi, je considère que, notamment dans le football amateur, l'entraîneur, c'est un référent non seulement sportif, mais c'est un transmetteur de valeurs, et c'est quelqu'un de référent pour notre jeunesse. Et donc, il faut qu'il soit en responsabilité de sa mission. Qui, dans ces cas-là, donnerait les bons points, les mauvais points? Ce serait quoi, l'arbitre? Ça peut être l'arbitre. J'ai parlé d'un délégué désormais que nous souhaiterions avoir sur ces matchs, sur les matchs, pour pouvoir mesurer effectivement ou distribuer ces bons ou ces mauvais points. Encore une fois, le dispositif n'est pas finalisé. C'est pour ça qu'on est dans la réflexion pour savoir comment opérationnellement on pourrait le faire marcher. Mais voilà, c'est une des réflexions pour que tous les acteurs se sentent concernés. Et donc, pour ça, il faut qu'on aille jusqu'au bout du dispositif, qu'on voit comment il peut fonctionner de manière très opérationnelle. Et le moment venu, on le présentera à nos instances pour pouvoir le mettre en œuvre. Et puis, je vais en profiter aussi pour dire que, on a beaucoup parlé de polémique, l'arbitrage français est un des meilleurs du monde. Et il est un des meilleurs du monde, d'abord parce qu'il est reconnu par toutes les instances internationales de FIFA, d'UEFA, qui ont une appréciation très positive sur nos arbitres et leur confient les meilleurs matchs. Match d'ouverture de l'Euro en Allemagne, arbitre français. Finale de l'Euro en Allemagne, arbitre français. Finale de l'Euro féminin, arbitre français. Match de Champions League, parmi les meilleurs, arbitre français. Alors, des arbitres français désignés pour des finales, mais ça sous-entend que les Bleus, à ce moment-là, ne soient pas en finale. Alors ça, c'est mon seul petit souci. J'ai eu l'occasion de leur dire. Je dois dire que je me félicite de leur désignation, mais à l'inverse, évidemment, ça veut dire que l'équipe de France n'y est pas. Donc, si dans les prochains grands tournois que l'on pourra manifester, s'ils veulent bien nous laisser une place dans ces finales, on s'en réjouira. C'est une passe D et très bien pour qu'on se bascule un peu aussi vers la prochaine grande compétition qu'est le mondial, avec un premier match contre le champion d'Afrique qui vient d'être désigné, à savoir le Sénégal, le match le 16 juin. Ça veut dire que dès le premier match, la première place du groupe sera en jeu, à votre avis? On va avoir une entrée en matière tout de suite de très haut niveau. Donc, il faut s'y préparer. Je pense que Didier Deschamps et son staff ont l'expérience, la compétence pour préparer au mieux notre équipe pour ce premier match le 16 juin contre le Sénégal. Pour préparer ce mondial, il y aura justement 2 matchs amicaux, oui. Et notamment un le 4 juin à Nantes contre une nation africaine. Est-ce que le choix est fait sur le pays? Et il y en aura également un autre quelques jours après à Paris. Même question, est-ce qu'on sait contre qui ça sera? Alors le 4 juin, effectivement, puisqu'on a 2 matchs de préparation qu'on veut jouer en France pour tisser ce lien avec les fans français de l'équipe de France, pour qu'avant son départ aux États-Unis, ils puissent avoir l'occasion de voir notre équipe à l'œuvre. Et donc le premier match aura lieu le 4 juin à Nantes.
contre une équipe qui a joué la CAN, et si je dois aller un peu plus loin, qui a déjà gagné la CAN dans le passé, récent. Donc, pour l'instant, je ne peux pas aller plus loin parce qu'on n'a pas totalement finalisé, mais on a bien dessiné le profil qui pourrait effectivement venir à Nantes jouer contre l'équipe de France. Le deuxième match, ce sera le 8 juin. Là, nous attendons la fin des playoffs au mois de mars pour savoir quelles sont les équipes qualifiées pour déterminer l'adversaire de l'équipe de France. On le souhaite à Paris, mais ce n'est pas encore complètement finalisé compte tenu de la disponibilité des stades. Vous évoquez la Coupe du Monde. C'est tout courant qu'il y a une montée, surtout à l'étranger, d'un éventuel boycott. C'est quoi la position de la France là-dessus Bon, d'abord, moi, j'ai une position de principe qui est de ne pas mélanger la politique et le sport. Le sport, c'est un lieu de rassemblement de tous les peuples, de toutes les personnes, quelles que soient leurs origines, leur religion, leur orientation, pour faire en sorte que ça soit un lieu justement de rassemblement et d'unité. Et donc, pour qu'on puisse conserver ce rassemblement et cette unité, il faut essayer de mettre le sport à côté de la politique. Après, bien évidemment, en responsabilité, on doit être attentif à la situation internationale telle qu'elle se développe. Mais aujourd'hui, il n'y a aucune volonté de la part de la Fédération française de football de boycotter une Coupe du Monde aux États-Unis. Donc Didier Deschamps sera bien sélectionneur pour la dernière fois lors de cette Coupe du Monde. Je ne peux pas ne pas vous poser la question Je nous le souhaite. De sa succession. Est-ce qu'il est exact que vous préparez d'ores et déjà, la venue de Zinedine Zidane et de son staff? Alors, dans votre question, il y a deux éléments. Il y a un élément sur lequel je peux vous apporter une confirmation et un autre qui est plus délicat aujourd'hui à vous confirmer. Premièrement, moi j'ai souhaité que Didier Deschamps, qui va être à la 14e année à la tête de l'équipe de France, avec un palmarès qui m'a conduit à dire que c'était le plus grand sélectionneur de l'histoire de l'équipe de France. Palmarès à l'appui. Et moi j'ai souhaité que lui et son staff puissent préparer cette Coupe du Monde, sa dernière grande échéance à la tête de l'équipe de France, en toute sérénité. 2, j'ai dit donc qu'il faudra attendre l'après Coupe du Monde pour connaître le nom de son successeur. 3, j'ai dit que la fédération serait prête pour faire en sorte que lorsque le moment sera venu, nous puissions présenter non seulement le successeur, mais l'organisation de l'équipe de France qui sera amenée à prendre la succession lourde de Didier Deschamps et de son staff. Zidane devrait être sélectionneur, en tout cas il en a l'envie. Pourquoi pas l'annoncer justement, comme ça c'est réglé, et puis Didier Deschamps fait sa Coupe du Monde, et puis... Si j'annonce ou si la fédération annonçait aujourd'hui le nom du successeur de Didier Deschamps, ça veut dire que d'ici la Coupe du Monde, vous iriez voir un nouveau sélectionneur, vous lui demanderiez si la liste faite par Didier Deschamps c'est la bonne, si lui il aurait fait une autre liste, si tactiquement la façon dont va jouer le nouvel sélectionneur jouera de la même manière. Et donc c'est toute cette atmosphère qui, je pense, nuirait à la sérénité de l'équipe de France. C'est pour ça que je souhaite attendre que nous ayons terminé pour qu'il n'y ait pas, encore une fois, ce trouble autour de l'équipe de France. Vous savez, le sport de haut niveau, le foot de haut niveau, c'est une multiplicité de petits détails qui vous permettent d'aller atteindre votre objectif. Donc, en l'espèce, il n'y a aucune urgence. On a un sélectionneur, on a un staff, ils sont de qualité, et ils ont une grande échéance devant eux. Donc, laissons-les travailler en parfaite sérénité. Et puis, encore une fois, la fédération, son rôle, elle, c'est de préparer la suite. Mais le faire, comme nous le faisons, en toute discrétion, pour pouvoir, le moment venu, confirmer ou pas les souhaits de beaucoup de fans. Quelque part, donc, vous voulez protéger, ça se comprend, Didier Deschamps pour sa dernière compétition. Il y a aussi quelqu'un à qui on a pu vous reprocher de trop le protéger, c'est le capitaine de l'équipe de France, Kylian Mbappé, notamment lors du dernier rassemblement.
est-ce que vous comprenez un peu aussi la polémique que ça a pu susciter, ou tout ce que d'ailleurs Kylian Mbappé suscite autour de lui? Kylian Mbappé, c'est un des tout meilleurs joueurs du monde, peut-être le meilleur joueur du monde. Et tout ce qu'il fait suscite des réactions multiples et variées. Moi, j'ai eu l'occasion de m'exprimer pour lui dire, un garçon qui a plus de 25 ans, laissez-le vivre un peu. Laissez-le partager, en tout cas, ou avoir ces moments aussi d'intimité sans avoir sans cesse des projecteurs qui soient braqués sur lui. C'est un formidable capitaine, reconnu par ses coéquipiers, qui est un amoureux de l'équipe de France et du maillot bleu, et sur lequel nous comptons évidemment pour atteindre nos objectifs dans la prochaine Coupe du Monde. C'est pour ça d'ailleurs que je me félicite du début de saison ou de la mi-saison qu'il a faite, puisqu'il a encore marqué 2 buts hier soir, et il enchaîne les bonnes performances. Et donc, c'est bon signe. Il faut juste qu'il nous garde quelques buts pour le mois de juin et juillet, parce que, encore une fois, on aura besoin de sa performance et de ses buts pour amener l'équipe de France là où on souhaite l'amener.